Les Jeux Olympiques de Munich, en 1972, devaient symboliser la rédemption de l'Allemagne. La dernière fois que l'Allemagne les avait accueillis, c'était sous le régime d'Adolphe. Mais ce rêve olympique mondial, plein de joie, est vite devenu cauchemar, l'un des événements les plus tristement célèbres de l'histoire des Jeux. Les tensions persistantes entre la Palestine et Israël ont éclaté le 5 septembre 1972 lorsqu'un groupe de terroristes armés s'est introduit dans le village olympique et a pris en otage des entraîneurs et athlètes israéliens. Ce drame historique, mené par Eric Bana en 2005, intitulé Munich, a porté à l'écran la prise d'otages et ses conséquences sanglantes. Hollywood embellit souvent la réalité, rendant difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Alors aujourd'hui, nous allons retracer la véritable histoire des Jeux Olympiques de Munich. Mais avant de viser l'or, assurez-vous de vous abonner à Weird History. Indiquez en commentaire quels autres incidents olympiques vous voulez découvrir. Pour l'instant, remontons le temps. Imaginez la scène. Vous êtes l'Allemagne de l'Ouest. Vous accueillez les Jeux Olympiques de 1972. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1936, lorsque les Jeux ont été surnommés les Jeux Olympiques nazis, pour une raison extrêmement littérale. Munich subit une forte pression pour se démarquer clairement de cette époque regrettable et des Allemands de l'Est soutenus par les Soviétiques. Dans le but de favoriser une ambiance légère et conviviale pour les Jeux, la sécurité a été délibérément plus laxiste et discrète. Ce fait n'a pas échappé aux membres de la délégation israélienne, ni à leurs familles, qui craignaient tous d'être la cible d'une attaque. Les autorités allemandes auraient confirmé une menace contre l'équipe d'Israël 3 semaines avant le 5 septembre, sans agir, ce qui a favorisé la violence ultérieure. La première semaine des Jeux Olympiques de Munich 1972 s'est déroulée sans accroc et a vu émerger des vainqueurs légendaires, dont l'équipe féminine de gymnastique de l'Union soviétique, médaillée d'or. Le nageur américain Mark Spitz a remporté un record de 7 médailles d'or et a décroché sa place sur les boîtes de céréales Wheaties dans tout le pays. Mais la victoire de Spitz n'a fait les gros titres que quelques heures avant que le chaos n'éclate. Aux premières heures du 5 septembre, 8 membres du groupe militant palestinien Septembre Noir, déguisés avec des cagoules, se sont introduits dans le village olympique avec un seul objectif en tête: les chambres où dormait la délégation israélienne. Septembre Noir avait des liens avec le Fatah, qui à son tour faisait partie de l'Organisation de libération de la Palestine, dont l'objectif ultime était d'éliminer Israël pour établir un État palestinien. Ils pensaient que la meilleure façon d'y parvenir était de commettre des actes de terreur et de violence contre des cibles israéliennes, américaines et européennes, qu'ils accusaient de leur oppression. Envahir l'événement sportif le plus suivi au monde était un bon moyen d'attirer l'attention sur leur cause. Après avoir identifié les appartements de la délégation israélienne, les terroristes ont tenté d'y entrer de force. Le juge de lutte, Josef Gutfreund, a tenté de bloquer la porte, tandis que l'entraîneur d'haltérophilie Tuvia Sokolovski s'est enfui pieds nus par la fenêtre. Joseph Romano, haltérophile, et Moshe Weinberg, entraîneur de lutte, ont tenté de résister aux terroristes, mais ont été abattus pour dissuader le reste de l'équipe de toute tentative héroïque. Lorsque Septembre Noir a investi les appartements, 9 athlètes et entraîneurs étaient déjà pris en otage. Environ 30 minutes après le début de l'attaque, les terroristes ont communiqué leur liste de revendications. Les otages étaient utilisés pour obtenir la libération de 8 Palestiniens et non-arabes emprisonnés en Israël, dont 2 militants allemands, Andreas Bader et Ulrike Meinhof. Les autorités avaient 4 heures pour répondre, sinon les otages seraient exécutés un à un, la date limite étant 9 heures du matin. Un problème majeur avec les exigences des terroristes envers les responsables ouest-allemands était leur absence de juridiction en Israël, ce qui les empêchait de libérer les prisonniers. Quand ils ont contacté la première ministre israélienne Golda Meir, elle a refusé de libérer des prisonniers, évoquant l'impact sur la sécurité de son peuple. On redoutait qu'ils subissent d'autres attaques si Septembre Noir réussissait. Les responsables ouest-allemands ont peiné à négocier sans qu'Israël cède aux demandes. L'Allemagne a proposé de grosses sommes d'argent à la place de la libération des prisonniers. Mais les terroristes, peu intéressés, n'ont pas fixé de prix. Le prix restait le même, plus de 200 prisonniers palestiniens en échange des 9 otages. Malgré l'échec des négociations, les terroristes ont accepté de repousser l'échéance de quelques heures. Cela a permis aux autorités d'organiser secrètement plusieurs tentatives de sauvetage ratées. Cependant, avec environ 4000 journalistes présents aux Jeux Olympiques et plusieurs équipes de télévision filmant à ce moment-là,
Toutes les tentatives de sauvetage des otages étaient observées en temps réel par les terroristes. Les jeux ont été oubliés pendant un moment lorsque la prise d'otages est passée au premier plan devant environ 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Les terroristes avaient effectivement obtenu la couverture médiatique qu'ils voulaient. Avec Israël qui maintenait fermement sa politique de non-négociation avec les terroristes, la libération des prisonniers n'allait tout simplement jamais avoir lieu, sauf en cas de revirement miraculeux. Cependant, les négociateurs ont réussi à amener les militants à accepter un accord. Les terroristes ont accepté de quitter le village olympique avec les otages pour monter dans un avion pour Le Caire, en Égypte, où ils poursuivraient les négociations. S'échapper avec la vie sauve, un voyage gratuit en Égypte, et les otages semblaient être un marché plutôt avantageux. Les terroristes n'avaient obtenu la libération d'aucun prisonnier, mais pensaient avoir attiré l'attention sur leur cause et pouvaient continuer à négocier. N'ayant guère d'autres options, Septembre Noir a accepté. Voici la vérité sur l'accord autour de l'avion pour l'Égypte proposé par les autorités ouest-allemandes. C'était une ruse, comme vous l'aviez sûrement deviné si vous avez vu un film. Les autorités allemandes n'ont jamais envisagé que les terroristes s'en tirent à si bon compte en emmenant les otages dans un autre pays. Les autorités étaient cachées autour de la base aérienne pour tendre une embuscade aux militants et libérer les otages. C'était leur dernière chance, mais les choses ont très mal tourné. Lorsqu'ils se retrouvent dans une situation tendue, de vie ou de mort, la plupart des gens aiment penser qu'ils seraient Rambo, éliminant héroïquement les méchants et sauvant la situation. Mais en réalité, c'est une chose difficile à faire, surtout si vous devez improviser. À cette époque, les forces de l'ordre allemandes, comme d'autres forces de l'ordre dans le monde, n'étaient ni équipées ni formées pour l'antiterrorisme ou les opérations de police tactique, une idée alors inexistante. Pour commencer, les officiers allemands désignés tireurs d'élite n'avaient ni formation de tireurs d'élite, ni équipement spécial, y compris lunettes de visée ou vision nocturne. Ils n'avaient même pas de gilet pare-balles pour protéger leurs rares effectifs lors d'une opération qui aurait demandé plus de personnel. Les policiers ont finalement renoncé à se faire passer pour des pilotes ou membres d'équipage, jugeant le plan trop invraisemblable et tactiquement désavantageux. Cela a laissé l'avion étrangement vide. À 22 h, plus de 18 heures après la prise d'otage initiale, Septembre Noir a déplacé ses captifs dans des hélicoptères en attente, qui les ont transportés jusqu'à la base aérienne de Fürstenfeldbruck. Une fois arrivés, 2 des preneurs d'otages ont inspecté l'avion, où ils ont découvert qu'il n'y avait pas de pilote, pourtant indispensable à tout leur plan d'évasion. Soupçonnant un problème, ils sont revenus aux hélicoptères où les autorités les attendaient. La police a tiré sur les terroristes qui ont riposté, déclenchant une fusillade qui s'est répétée de façon chaotique jusqu'après minuit. L'échange de tirs a été une tragédie désastreuse. Les autorités ont échoué à éliminer les 8 terroristes et à sauver les 9 otages. Des terroristes ont profité de leurs derniers instants pour tuer les otages, certains par balle, d'autres à cause d'une grenade ayant explosé dans un hélicoptère. Lorsque la poussière est retombée, les terroristes avaient tué 8 otages, tandis qu'un 9e est mort d'une inhalation de fumée. Pendant ce temps, 5 des terroristes ont été tués et un policier allemand a perdu la vie. Quelques jours plus tard, le 8 septembre 1972, une fois le calme revenu après toute cette épreuve, Israël a décidé de prendre des mesures militaires. Ils ont mené des frappes de représailles aériennes et terrestres contre des bases en Syrie et au Liban, visant des cibles prétendument liées à l'Organisation de libération de la Palestine. Le bombardement de représailles d'Israël a permis d'éliminer environ 200 combattants de l'OLP sur 10 bases. 11 civils ont également été tués lors des raids aériens. Le fait tragique que tous les otages aient perdu la vie indiquait que quelque chose s'était très mal passé lors de l'opération de sauvetage, ce qui a poussé l'Allemagne de l'Ouest à ouvrir une enquête à ce sujet. Le rapport était structuré autour de 3 thèmes: sécurité aux Jeux Olympiques, négociations avec les terroristes et tentatives de sauvetage. Le rapport de l'Allemagne de l'Ouest a conclu que, malgré des problèmes concernant l'intention des terroristes, le refus d'Israël de libérer des prisonniers et les conditions opérationnelles, la situation était inévitable et aucune mesure disciplinaire n'a été prise et aucun responsable n'a été écarté. Affaire classée. Et les responsables ont placé sous scellé tous les documents liés à la crise et ont clos le dossier. Le manque de transparence a conduit beaucoup à accuser l'Allemagne de l'Ouest de dissimulation,
affirmant que les autorités connaissaient le projet d'attaque, mais avaient ignoré les avertissements. Les familles des victimes ont longtemps cherché des informations et demandé justice à l'Allemagne de l'Ouest, obtenant finalement un accord en 2022, 50 ans après l'attaque. L'Allemagne a ouvert une nouvelle enquête sur le massacre et versé 28 millions d'euros aux familles des victimes. Dans une décision controversée, les Jeux Olympiques ont repris quelques heures après la prise d'otage au village olympique. Peux-tu imaginer te concentrer sur le saut à la perche pendant tout cela? Et pour aggraver les choses, le président du Comité international olympique, CIO, Avery Brundage, voulait que les otages soient retirés du village afin qu'ils ne détournent pas l'attention des Jeux. Vraiment compatissant, Brundage. Cependant, les responsables du CIO ont pris la décision et ont changé de cap. Les Jeux ont été suspendus pendant 24 heures en hommage aux victimes, mais seulement 24 heures. Les responsables ont affirmé que le terrorisme ne devait pas vaincre l'esprit olympique et que les Jeux devaient se poursuivre. Qu'en pensez-vous? Les Jeux auraient-ils dû continuer ou être reportés? Dites-le nous en commentaire. Profitez-en pour découvrir nos autres vidéos sur notre histoire insolite.